Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce sera je crois, la dernière séance d'une série, la série de l'Orient imaginaire, avant de prendre la pause de l'été, et quitte à reprendre ces causeries fin août, début septembre. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'actualité, je vais plutôt donner une synthèse globale sur deux sujets qui nous préoccupent et qui y étaient en filigrane dans les autres causeries ou dans les conférences, des longues conférences que j'ai déjà données. À savoir, d'une part, l'état de l'Amérique, indépendamment du fait qu'on a changé de président. La question qui se pose, est-ce qu'on assiste à la fin ou à l'automne de l'Empire américain face au printemps arabe qui s'annonçait pas très beau, là, avec les résultats qu'on a sur le terrain, ou bien c'était une affaire de changement de président, que la faute c'était à Obama et que Trump c'est le sauveur, quoi. Donc entre les deux, on essaye de voir clair. Et le deuxième point, c'est, parallèlement à ça, c'est l'état actuel des Arabes. Et justement, à l'occasion du 50e anniversaire de ce qu'on appelle la défaite de 1967, le 5 juin 1967, du temps de Nasser. Au moins, à l'époque, il y avait un leadership arabe qui regroupait tout ce monde, toute cette nation, et qui a reçu un coup dur, mais ça n'a pas achevé pour autant. C'est-à-dire, les gens voulaient qu'il continue. Actuellement, à comparer l'état des Arabes actuellement par rapport à cette période révolue je dirais, c'est devenu l'âge d'or des Arabes, le nasserisme, alors que les gens étaient contre Nasser de son vivant. Et l'état des Arabes actuellement n'est pas meilleur. Franchement, là, surtout si on regarde la polémique qui s'engage actuellement de comment contrer l'expansionnisme iranien. À l'origine, ce qui a permis à l'Iran d'avoir des projets expansionnistes dans la région, c'est justement l'état de défritement et d'effondrement et de chicane inter-arabe et le manque de leadership depuis la disparition de Nasser. On a eu affaire à un moment donné à la Syrie qui voulait s'approprier cet héritage de Nasser, mais la pratique de la Syrie, comme on l'a vu au Liban, c'était pas fait pour réunir les Arabes, c'était fait pour les disperser de plus. Finalement, donc, ces deux sujets supposent une vision globale. En gros, on n'a pas le temps de développer tous les détails. Pour ce qui est l'Empire américain, où on assiste actuellement à une politique, une nouvelle politique de l'administration Trump dans la région, et qui n'est pas claire. Au moins, il y a ce qualificatif à chaque fois qu'on parle de politique de Trump, que ce soit les opposants à Trump ou bien
sympathisants à Trump, tout de suite ils nous disent c'est pas encore clair. Ça se clarifie. On ne sait jamais si c'est de notre génération ou pas, mais on attend quoi, que ça se clarifie. Mais ce qui transparaît jusqu'à maintenant, c'est un discours, disons, radical contre l'expansionnisme iranien. Sa seule caractéristique, c'est que il n'est pas accompagné d'un plan d'action, de comment mettre en pratique un tel discours pour empêcher l'Iran de jouer dans le destin et le sort des pays arabes. L'Iran a la main mise jusqu'à maintenant au moins sur 4 pays arabes, minimum. Ils l'ont déclaré tout clairement. Et ça, c'est par des forces sur le terrain qu'ils ont abouti à ça, par des milices organisées, des plans et un système d'alliance internationale qui passe par la Russie tsariste qui essaye de reprendre son rôle perdu depuis l'effondrement de l'Union soviétique en tant que grande puissance. Et on a vu que les Américains nous ont donné un discours, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire. Or, le discours, on en a vu, le dernier discours anti-iranien, il était le prototype de ce que Trump essaye de faire maintenant. Et c'était son idéal, c'était le discours de Reagan. Reagan, de démocrate qu'il était jusqu'à 1962, est devenu parti républicain, et qui a gouverné une longue période pour expérimenter de ce que c'était une politique ferme américaine, soit dans la guerre froide, soit dans le Proche-Orient. Or, Reagan, non seulement a assisté, il était l'acteur de plusieurs événements qui ont secoué le monde arabe de 81 à 89. C'est essentiel. Il y avait à l'époque la Syrie qui était en sous-traitance au Liban. Après, on a changé de sous-traitant pour permettre à Menachem Begin de faire l'invasion du Liban en 1982. Il y a eu la montée de la révolution iranienne depuis 1979 et la confrontation entre la révolution iranienne et les Américains, les prises d'otages à Téhéran, puis les prises d'otages à Beyrouth, et puis l'opération suicidaire contre les Marines à Beyrouth, etc. Sabra et Shatila. Bref, à l'époque, je donne un exemple juste pour illustrer que parfois les grandes puissances, sous couvert d'un discours maximaliste ou radical contre un axe du mal ou l'empire du mal, c'est Reagan qui a inventé le terme pour désigner l'Union soviétique à l'époque. Bush, fils, a inventé le terme de l'axe du mal pour désigner l'Iran. Et du temps de Reagan, on a commencé mal avec les Américains par une prise d'otage à Téhéran. On parlait à l'époque de 66 détenus, des employés de l'ambassade américaine, mais qui ont été libérés, comme par magie, le jour même de l'investiture de Reagan, en janvier, le 20 janvier 1981. Comme on lui a fait un cadeau, quoi. On ne voulait pas faire ça à Carter, qui était président et rival dans la présidentielle. Ensuite, il y a eu, ça c'est 79. Ensuite, il y a eu, après le changement de sous-traitant au Liban et l'invasion israélienne, on a activé les prises d'otages, c'est-à-dire les Iraniens ont activé en coopération avec les Syriens, qui n'étaient pas contents d'être délogés par les Israéliens qui prenaient leur place. Donc il y a eu les prises d'otages de Hezbollah, ou ce qui va être
Hezbollah par la suite, à Beyrouth, en réponse à ceux qui ont été détenus par le Koweït et qui ont fait une opération contre l'ambassade américaine et l'ambassade française au Koweït, et donc ils se sont fait prisonniers. Donc le Hezbollah a pris une trentaine d'étrangers, des Occidentaux, dont 6 Américains, et il voulait échanger ça contre ceux du Koweït. Un conseiller de Reagan lui a proposé à l'époque d'ouvrir des canaux de communication avec l'Iran directement pour influencer Hezbollah et l'obliger à libérer. Et qu'est-ce qu'il va proposer aux Iraniens? Des armes. Et c'est ce qu'on a appelé par la suite l'Iran Gate, comme Watergate du temps de Nixon. Mais qui a pris la couverture médiatique de Iran Contra. Ça, c'est après coup, lorsque le scandale a éclaté. De quoi s'agit-il? C'est l'Amérique, à l'époque, les États-Unis, ne pouvaient pas livrer des armes, selon la loi américaine, à l'Iran, qui est en guerre contre les États-Unis et tout. Donc, on a trouvé un autre biais de demander aux Israéliens de livrer les armes aux Iraniens, et quitte à ce que les Américains les remboursent à l'époque. C'est astucieux. Et celui qui jouait le go-between à l'époque, c'était un Iranien très proche du Premier ministre iranien. Il s'appelle Manu Shahr Ghorban, je ne sais pas quoi, bref, c'est ça le nom, iranien de souche, de l'establishment de la révolution iranienne, et trafiquant d'armes. Et lorsque le scandale a éclaté, parce que ça s'est su par des journaux, surtout le scandale arrive par des journaux libanais, et on a essayé de trouver une autre couverture pour donner aux médias, comme quoi on a donné les armes aux Iraniens pour financer un mouvement anticommuniste au Nicaragua qui s'appelle les Contras, contre le régime dit communiste là-bas. Et ça, c'est du camouflage. À l'origine, c'était traité avec les Iraniens. Ça donne une idée, juste pour dire que chaque fois qu'on assiste à un discours radical contre l'axe du mal ou l'empire du mal, il faut voir ce qui se passe derrière les coulisses et qui n'est pas souvent très beau à voir du point de vue de l'éthique dans son rapport à la politique. Ça, c'est d'un. Le deux, c'est les Arabes, c'est-à-dire que en comparaison avec l'époque de Nasser, on est dans une période, le monde arabe, et c'est pas joyeux, disons. Au moins du temps de Nasser, malgré sa défaite, il assurait un leadership qui rassemblait cette nation arabe derrière une illusion de rêve de libérer la Palestine, ou faire l'unité arabe et je ne sais pas quoi. Et tout ça, on n'en est plus là maintenant. C'est là, actuellement, on assiste à quelque chose, à l'éclatement, à la fin de... Si ça... expansionnisme iranien il y a eu depuis 1979, c'est justement, c'est pas la faute à l'Iran seulement, c'est la situation arabe tellement effritée et divisée qui a permis à un expansionnisme pareil d'être du vraisemblable. Sinon, les Iraniens n'auraient pu rien faire. S'il y avait un minimum de cohésion et de solidarité entre les Arabes. Les exemples qu'on a utilisés la dernière fois, à savoir 3 exemples qui se sont avérés vrais, là, d'abord, c'est le Abadi, c'est selon ce qu'il nous a dit
Trump, comme quoi Abadi va s'engager, après sa visite à Washington, de contrer l'influence iranienne en Irak. Voilà. Je ne sais pas s'il est sérieux, mais n'importe qui a une lecture si peu soit-elle objective, sait que Abadi n'est pas en position de contrer quoi que ce soit. Là. Il est le pion des Iraniens, lui et le parti politique qu'il représente. Donc, peut-être eux qui l'ont envoyé chez les Américains, comme ils envoyaient dans le temps Malki. La preuve, c'est actuellement le Hajj de Shab, il ne consulte pas Malki dans ses projets de faire la jonction avec les milices iraniennes en Syrie. Et c'est l'enjeu actuel dont on a parlé la dernière fois. Deuxième exemple, c'est le Qatar. C'est-à-dire que la dernière fois, on a parlé du Qatar et de la déclaration de l'émir du Qatar et tout. Là, actuellement, on n'en est plus là. On est dans une crise grave, plus grave que celle de 2014, et avec coupure des relations diplomatiques, fermeture des frontières, etc. Alors ça donne une idée du front que Trump essayait de monter contre l'expansionnisme iranien. Apparemment, les Iraniens ont exprimé leur sympathie au pays du Qatar dans la mesure où ils continuent ou persistent à être contre l'Arabie saoudite. Et le troisième exemple, et je termine par ça, c'est le fameux Sisi, l'Égypte. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'Égypte de Nasser là, à l'époque. Là. À l'époque, c'est l'Égypte qui faisait la pluie et le beau temps là, du monde arabe, le leadership. Et on assiste actuellement à une réduction du rôle égyptien et à des manœuvres et qui voit à partir de son problème avec les frères musulmans, il projette ça sur tout le monde arabe et c'est ce qui l'amène à une analyse comme quoi en Syrie, il doit soutenir Bachar al-Assad contre le terrorisme intégriste. C'est aussi simple que ça. Et il a beau les réconcilier ensemble, Trump, l'Arabie saoudite et Sisi, mais ils ne sont pas sur les mêmes positions. On ne met pas dans un même front des choses aussi hétérogènes qui vont éclater le lendemain. Et voilà, la vie n'est pas en rose. J'espère qu'en reprenant ces causeries au début septembre, il va y avoir des éléments plus encourageants pour en discuter. Merci.